Bonjour, je suis Juliette, bienvenue dans ce podcast. Dans le cadre de Bâton Studio, j'interviewe une personnalité sur sa spiritualité. Ici, nous parlons des cartes du tarot, de superstitions, de fantômes, de la vie après la mort, de destin, de croyances de manière générale. Dans cet épisode, nous rentrons dans l'intimité d'un invité, qui partage avec nous ses expériences magiques. Bonne écoute. J'ai pris. Attention. J'ai pris le tarot italien. Ça. Ouais. Celui-là. J'ai pris lequel? J'en ai pris un autre. Ah, j'ai pris mon tarot de Marseille. Parce que quand même, le tarot de Marseille, c'est la base. La première question du podcast, c'est qu'est-ce que c'est que le tarot pour toi? Même si c'est rien, même si c'est... quelle image t'as du tarot? C'est quoi pour toi? En fait, j'ai une vieille histoire avec le tarot, rapport à ma très jeune vie. Non, mais en fait, il y a une femme qui gravite autour de moi, qui s'appelle Bernadette, qui est une femme extraordinaire, qui doit avoir pas loin de 90 ans maintenant, qui a toujours tiré les cartes à ma mère. Et donc, en fait, j'ai des souvenirs de moi petite, de ma mère qui se fait tirer les cartes par Bernadette et par aussi une autre de ses copines. Et de l'entendre poser sans cesse les mêmes questions. Est-ce que je vais trouver l'amour? Est-ce que je vais trouver l'amour? Est-ce que je vais trouver l'amour? Et à chaque fois, les réponses étaient ah bah tu cherches pas au bon endroit. Donc ça a toujours été là autour de moi. Et j'avoue que plus jeune, je le voyais vraiment comme un truc hyper puissant, divinatoire. Et juste pour revenir sur l'expérience de Bernadette et de ta mère. Donc ta mère, elle disait, est-ce que je vais trouver l'amour? Est-ce que je vais trouver l'amour? Et Bernadette lui disait non, pas au bon endroit. Et en fait, c'était tout le temps. C'était tout le temps, les réponses, c'était tout le temps. C'est compliqué. En fait, elle était tout le temps obsédée par les histoires qui s'arrêtent, les histoires qui commencent. Ouais. Comme quoi la pomme n'est pas tombée très loin de l'arbre. Mais c'était tout le temps ça. Et non, elle avait elle a toujours eu une vie amoureuse chaotique. Jusqu'à là, il y a quelques années, parce que la sagesse... l'a emporté sur la passion, quoi. Mais la raison... De toute façon, tu poses pas des questions sur un truc qui se passe hyper bien. Personne n'a aucun intérêt à aller remettre en question des trucs dont quand t'as des certitudes, tu... Est-ce que Bernadette a aidé ta mère? Je pense que Bernadette... je pense que personne a pu aider ma mère sur ces sujets. Parce que c'est une amoureuse de l'amour et que, en fait, elle pouvait pas faire autrement qu'écouter son cœur. C'est-à-dire que sa raison ne fonctionne pas, quoi. Elle a toujours eu l'âme d'une ado en pleine flamme, quoi. Donc en fait, il y avait beau avoir écrit grand méchant loup sur le front d'un mec, elle allait quand même l'épouser au bout de 2 semaines. Donc en fait, elle pouvait faire tous les tirages de cartes qu'elle voulait. Si elle avait décidé qu'elle allait épouser ce mec, elle allait épouser ce mec. Ce qui est à la fois magique, parce que c'est quand même génial de vivre toutes les passions. Et en même temps, ça t'abîme, parce que quand ton esprit est occupé à la passion, il n'est pas occupé à faire autre chose. Donc je pense que Bernadette, elle l'a aidé à autre chose. Elle l'a aidé à... Elle lui a donné beaucoup d'amour, en fait. C'est une femme qui est très, très aimante, qui est très bienveillante. Elle a ce truc des gens qui sont très spirituels, où pour le coup, elle tout passe par le cœur, mais pas forcément par la passion, mais l'amour de l'autre. Et donc je pense qu'elle l'a vachement aidé plus à se sentir aimée qu'à trouver l'amour dans les yeux d'un homme. Donc ça me fait beaucoup penser à Bernadette. À chaque fois, je me pensais super émue pour elle. Aujourd'hui, je dirais que mon rapport a un peu changé. Pour moi, c'est plus un outil de mise en conscience. C'est-à-dire que, évidemment, qu'à n'importe qui, une fois que tu lui dis ah bah il y a de la force, ah bah il y a du changement, ah bah là il y a un projet, ah bah là il y a de l'amour, ah bah là... en fait, et toi et moi, ça va nous parler. Donc la question, c'est pas tellement la fenêtre sur l'avenir que la fenêtre sur toi-même, et la manière dont ça met en lumière des choses auxquelles toi t'as pas forcément dont t'as pas forcément conscience. Tu vois, je te prends un exemple. Je me rappelle être sortie avec un mec qui avait beaucoup de problèmes d'alcool, qui prenait pas mal de drogue, etc. Et en fait, j'avais décidé que c'était pas un sujet, quoi. Je me disais non, mais moi j'ai ma vie, je suis entière, je suis stable, etc.
c'est pas du tout un sujet pour moi dans la vie. Et c'était l'époque où je commençais un peu à tirer les cartes, mais je m'entraînais sur moi, tu vois, sur les conseils de Bernadette. Et je tirais le diable tout le temps. Et en fait, je me suis dit, t'es trop conne. Enfin, arrête de te voiler la face et de mettre la poussière sous le tapis. Tu sais, c'est pas parce que la carte est là que ça existe. En fait, ça existe et c'est pour ça que la carte, elle revient tout le temps et elle te rentre en pleine gueule, quoi. Et donc, pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est... Ce qui est intéressant, c'est les liens que toi, tu vas faire entre les cartes et l'analyse de la personne qui est en face de toi vis-à-vis de ce que tu vis toi à l'intérieur de toi. Et moi je fais des tirages quand je suis prête, c'est-à-dire que les moments où je sens qu'il y a des trucs qui bloquent et que j'ai pas envie de les voir, je vais pas demander à mes copines d'aller me tirer les cartes, je vais pas appeler Bernadette, je le fais déjà quand le process est entamé et que je suis prête à voir la réalité en face. Donc pour moi c'est ça, c'est vraiment un outil de mise en conscience, quoi. Et donc tu te le tires pour toi-même? Ça m'arrive, ouais. Depuis quand tu fais ça? Je le fais vraiment très rarement et je sais pas, je dirais j'ai dû l'avoir genre pendant le Covid il y a 4 ans. Donc j'ai mon tarot de Marseille et ça arrive que je sais pas, tu vois, je passe par là, tiens, je tire une petite carte. Tu peux le mettre sur la table, est-ce que tu peux aller le chercher? Ouais, je vais le chercher. Ou alors que je m'asseye, que j'allume une bougie, je me concentre 5 minutes, je fais le truc. Ouais, ça arrive. Et tu vas me raconter, tu vas me raconter quand tu reviens les réponses que tu as, qu'est-ce que tu fais pour comprendre une carte en fait? Ouais, tu vas sur internet, tu fais comment? En fait, moi je suis très vierge, ascendant vierge. C'est-à-dire que cette phrase. Non mais j'ai mon petit bouquin, Comment tirer le tarot de Marseille. J'ai juste les arcanes majeures. Donc, édition Bussière, usage et talismatique. Je l'adore. Talismanique et médiumnique. Comment tirer le tarot de Marseille? Ah ouais, donc il y a quand même des petites notes. Et en fait, ouais. Et en fait, effectivement, donc, mais j'avoue, je me prends pas trop la tête avec la méthodologie. En gros, je mets des cartes sur la table, j'en prends 3, une passée, une présent, une future. Et d'ailleurs, dans le sens inverse de toi, c'est assez marrant. Raconte, tu fais je fais le passé à gauche. Ok. Et en fait, après, je prends mon petit bouquin et je prends plein de notes. Je digère, j'interprète. Et je l'ai déjà fait à des copines. Mais du coup, je suis obligée de le faire comme ça, déjà parce que j'ai pas du tout la connaissance. Pour moi, c'est plus un truc de cœur et d'intuition qu'un truc de savoir. Et ouais, à chaque fois, c'est on point. Hein. C'est assez ouf. On disait que tu te le tirais de temps en temps. Tu as une connaissance intime des cartes. Quelle est ta préférée? Quelle est ta détestée? Tu parlais du diable, c'est le diable? Non. Ma préférée, c'est le soleil et en même temps l'étoile aussi beaucoup. L'étoile, je l'aime beaucoup parce qu'elle est seule au milieu de la carte. Et je sais pas, ça me touche. Vas-y, on la sort. Ça me touche. Celle que j'aime pas, celle que j'aime le moins, on va dire. Alors attends, je te trouve le. Ah ouais, le monde aussi. Franchement, c'est dur d'en choisir une. Hein. Je crois que c'est le monde. Je sais pas. Et celle que t'aimes Et celles pas? que j'aime le moins, c'est celles qui sont. Mais bon, ça c'est ma personnalité. C'est celles qui sont en mode. Tu vois, genre la tour. Attends, comment elle s'appelle déjà, la tour Dieu? Celle qui se pète la gueule, la maison Dieu, voilà. Ou la tour. Quand ça se pète la gueule, j'aime pas. Le chariot, j'ai du mal. Tu vois, tous les trucs où tu dis, ça secoue. La roue de la fortune. Je suis un peu. Quand elles sortent, je suis pas fan. Alors qu'elles peuvent être synonymes de trucs super positifs. Hein. Mais je suis tellement contre le fric que moi, j'aime bien quand tout va bien. J'aime bien quand c'est doux, j'aime bien quand c'est chaud. Et là, quand on me dit, c'est pareil, tu vois, quand la mort sort et on dit, non, mais c'est génial, sa transformation, c'est super. Je suis là. Oui, alors je sais que effectivement c'est génial, mais c'est bon, le changement, j'ai pas envie, tu vois. Enfin, ça m'oppresse.
Ok, est-ce que tu as eu un tirage avec une copine que tu as envie de partager avec nous, quand tu as tiré les cartes pour toi, ou soit une expérience de toi où tu voudrais raconter, ce jour-là je me suis tiré cette carte et du coup, enfin tu vois quelque chose, ou soit quand tu as tiré à quelqu'un et il s'est passé quelque chose. Je pense que l'expérience la plus marquante vraiment avec mes cartes, ça a été cette carte du diable qui a fait que sortir à un moment où vraiment je voulais pas admettre que ces situations-là posaient problème dans mon quotidien. Et d'ailleurs, je crois que j'ai vraiment ouvert les yeux sur la situation avec... pas la situation avec ce mec, mais... En fait, si tu veux, ce qu'elle te dit, cette carte, en tout cas ce qui est écrit dans ce bouquin, et vraiment c'était il y a 4 ans, enfin il y a 3 ans, je me rappelle comme c'était hier, c'est que, en gros, la consommation de substances nuit à cette personne, mais te nuit à toi aussi. Et en fait, je pense que là où je me voilais la face, c'était que je voulais pas voir que, effectivement, je buvais plus, effectivement, je faisais plus la fête. Et j'avais besoin d'aveugler un peu ce truc-là pour moi croire à mon histoire avec lui, parce que en fait, je peux pas me permettre moi de glisser sur ces terrains. Je l'ai jamais fait et maintenant c'est bon, j'ai confiance en moi là-dessus. Mais je sentais que en fait c'était une histoire qui m'aspirait et qui me tirait plutôt vers le bas. Et c'était dans la matière concrétisée par l'abus de substances de sa part. Et donc ça m'a vraiment aidé à prendre de la distance vis-à-vis de tout ça et à aussi changer de perception en fait. Et je trouve que peut-être que c'est ça ce que je retiendrai aussi du tarot, c'est que c'est là où c'est puissant, c'est que ça peut faire changer ta perception sur des choses de la vie, du quotidien. Donc ça c'est vraiment le moment, je dirais, le plus marquant pour moi avec mon tarot à moi. Et alors ce qui est très marrant, c'est que j'ai fini par lui tirer les cartes à lui aussi, mais des années après. Et je sais plus exactement quel était le jeu, mais ça disait à peu près ça en fait. Et il y a eu pour le coup un rejet de sa part, parce que ça c'est le problème des addictions, c'est de la fuite. Mais la boucle était bouclée. Et d'ailleurs on a arrêté de se voir pas très longtemps après. Est-ce que tu es spirituelle ? Je suis très spirituelle. De plein de spiritualités. La religion... J'ai en fait... j'ai un peu un grand paradoxe à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que je suis super rationnelle, en fait. J'ai vraiment les pieds sur terre, je suis assez analytique, je suis très... je crois ce que je vois, etc. Mais je crois aussi ce que je sens. Et en fait, je trouve que je crois ce que je vois, c'est un seul de nos sens. Donc, je crois beaucoup en ce que je ressens. Et donc, je suis très curieuse et je m'approche de beaucoup de disciplines, de beaucoup de types de spiritualité. Et en fait, soit je le sens, soit je le sens pas. Donc, il y a effectivement une part importante de la religion dans ma vie, parce que j'ai grandi dans la religion juive, mais pas de manière spirituelle, de manière culturelle. C'est-à-dire que dans la religion juive, tu peux même pas nommer Dieu, tu es obligé d'utiliser d'autres noms, etc. Donc il y a un peu un truc de mise à distance finalement de la spiritualité pour du bon sens, de la bienveillance, de l'amour, etc. Et donc moi, j'ai pas eu une éducation religieuse au sens propre du terme. Je n'ai pas étudié la Torah ou le Talmud. J'ai eu une éducation religieuse comme beaucoup de familles juives, sur la culture, donc sur les moments qui rythment le calendrier de la vie d'une famille juive, les grandes fêtes, les prières, les rassemblements, la nourriture. Et donc ça a construit mon identité de femme dans le monde. Avec ce paradoxe qui était que j'avais une double culture, parce que dans la famille de ma mère, ils étaient une toute petite partie des juifs ashkénazes qui étaient partis d'Europe de l'Est, donc en fait avec une énorme mise à distance de leur religion, et sinon une famille catholique française qui avait en fait pas du tout de vie spirituelle. Enfin, tu vois, à part aux enterrements, au mariage et au baptême, tu fous pas les pieds à l'église, quoi. Alors que bizarrement aujourd'hui je vais vachement à l'église. Bref. Non, bref, tu dis ce que tu veux. Non, mais bien sûr. C'est intéressant.
Tu parlais de prière. Tu vois, la prière, je comprends très bien que ça organise, que ça vivre ensemble, bien vivre ensemble, amour. Mais la prière. Mais la prière, en fait, en tout cas, la manière dont je les ai apprises, ce sont des prières collectives, chantées, soit avant de se mettre à table à Shabbat, soit quand il y a un défunt, enfin un décès, ou alors pour Pessah, qui est la Pâque juive. C'est des moments de communion, en fait, la prière dans le judaïsme, peut-être d'ailleurs dans toutes les autres religions. Mais il y a moins, en tout cas dans la manière dont moi j'ai appris à le faire, il y a moins ce truc-là d'introspection. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai besoin d'aller chercher des choses ailleurs. C'est que j'ai aussi besoin de me retourner sur moi beaucoup. Et là, il y a récemment, grâce à une amie formidable, j'ai découvert le bouddhisme de Nichiren, qui est un bouddhisme japonais. Et en fait, on pratique ensemble. Donc, quand on dit on pratique, c'est qu'on prie ensemble. Et on le fait, je sais pas, donc ça fait à peu près 1 an, je dirais, peut-être, allez, 8 mois qu'on fait ça. Enfin, qu'elle m'a initiée, en fait, elle m'encourage. Et là, en tout cas pour le moment, je sens que c'est vraiment la juste dose entre une prière de communion et vraiment, il y a un truc très très fort. En plus, je sais pas, le fait d'être entre femmes, enfin, ça me touche énormément. Et en même temps, c'est aussi beaucoup de prières pour soi et des prières pour les autres. Raconte concrètement comment ça se passe, qu'est-ce que vous dites, enfin raconte. Alors concrètement, elle a donc une installation chez elle, un petit meuble à l'intérieur duquel elle a une sorte de parchemin qui s'appelle un gonzon. Et sur ce parchemin, il est écrit plein de trucs que je ne comprends pas puisque c'est en japonais. Et en fait, c'est très rythmé. Elle a un gong qu'elle frappe et ensuite, pendant le temps qu'on choisit ensemble en avance, on va réciter une phrase qui est Namyo Renge Kyo. Donc on va la dire comme ça, non-stop, 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 pendant 10, 15, 20, 30 minutes. Tu peux même le faire 3 heures si tu en as envie, tu peux même le faire 8 heures si tu en as envie. Et en fait, avant chaque pratique, soit on s'accorde sur notre intention, on peut prier pour elle, on peut prier pour moi, d'ailleurs elle est très souvent pour moi. Mais tu vois, et c'est des trucs, moi, qui sont hyper, hyper forts pour moi, parce que donc pour la petite histoire, on habite l'une au-dessus de l'autre. C'est ma voisine qui habite à l'étage du dessus. Nos fils sont meilleurs amis et on s'est rencontrés quand j'ai emménagé. Donc il y a un peu aussi un truc de... Chez nous, c'est notre temple et j'adore que ces prières elles se fassent à la maison parce que, en fait, il y a ce truc de foyer. Je sais pas comment t'expliquer. C'est comme on est dans un immeuble, je vais chez elle en chaussettes, elle vient chez moi en pyjama. Enfin, c'est comme un temple dans lequel on vit, quoi. Enfin, c'est vraiment une drôle de situation. Et en fait, le fait de communier ensemble, le fait de prier, d'être dans l'intime finalement, avec une nana que j'avais pas vue jamais avant il y a 1 an, quoi. Et là, on est capable de prier 30 minutes ensemble pour garder la paix dans mon foyer. Enfin, c'est quand même des trucs qui sont deep, tu vois. J'y vais pas en mode... alors ça, je l'ai fait et c'était hilarant, mais... je fais l'opposition, ça m'est arrivé de prier pour pas rater un avion, tu vois. Mais c'est vrai qu'au quotidien, je me mets un peu un ordre moral de me Quand dire... t'es sur la route dans le taxi et que t'es en retard et tu fais une prière et... Mais meuf, je t'ai pas raconté cette histoire. Non. Mais c'est exactement ce qui m'est arrivé. Mais tu peux pas y croire. Je te jure que tu peux pas y croire. En gros, donc je suis quand même assez sceptique. Si tu veux, je vois bien qu'on est là, qu'on pratique, que ça me fait du bien. Et moi, je me dis, évidemment, en fait, réciter des mantras, ça fait je sais pas combien d'années qu'on a prouvé que les vibrations, l'eau que t'as dans ton corps, ça t'apaise. Fine, pour moi, c'est comme de la méditation. La méditation, c'est capable de changer la structure de transmission d'infos entre tes neurones. Enfin, bref, il y a plein de recherches qui ont été faites. Pas bref. Mais pas bref. Il y a plein de recherches qui ont été faites sur l'impact concret de ce genre de pratique spirituelle, ok ? Et donc, Betsabe, pour la nommer en l'occurrence, elle m'initie au bouddhisme, et elle, c'est vraiment... elle est malade, elle pratique parce qu'elle est malade, quoi. Alors, elle le fait pas trop non plus, parce qu'elle a d'autres choses à foutre, mais... Elle est là en mode, en fait, et c'est d'ailleurs un des principes quand tu transmets cet apprentissage, c'est... t'es vraiment un pratiquant quand c'est ton premier réflexe, c'est d'utiliser ça comme solution.
tu vois. Alors que moi, ça fait des années que je vais chez le psy. Quand ça va pas, j'appelle ma psy. Enfin, je suis ma psy. Et donc là, si tu veux, elle m'ouvre un peu sur un nouveau truc qui est pas pour remplacer, mais qui est pour compléter, tu vois. Et bon, je suis dans le taxi, je pars pour prendre un avion et je vais le rater. C'est-à-dire que je n'ai pas le temps de me taper les heures de pointe en taxi à Paris, de faire mon check-in, de filer ma valise, des machins. Je n'ai pas le temps, ça ne peut pas marcher. Et donc je lui écris, putain, trop les boules, je vais rater mon avion. J'ai 10 copains qui m'attendent pour prendre l'avion pour aller au Mexique. Donc vraiment, genre l'avion que tu peux pas rater, quoi. Et là, elle m'écrit, pratique dans ta tête. Et là, je me dis, tu sais quoi ? Eh ben, on va voir si ça marche. Et donc, je suis dans la voiture. Je mets mes écouteurs là pour atténuer un peu le bruit machin environnant pour me concentrer et je suis là et je lâche rien et je suis comme ça, je suis là dans ma tête avec ma bouche et tout et j'enchaîne et je fais ça pendant, mais je sais pas, ça a duré une éternité le taxi. J'arrive à l'aéroport, je file ma valise, donc là je me dis j'ai peut-être une chance, je regarde la queue pour la sécurité, je me dis c'est impossible que je la passe, c'est impossible. Je commence à écrire, je crois que je vais rater l'avion et tout. Je rentre dans la queue et je continue, je suis là, et je te jure qu'il y a une meuf qui vient. J'étais au milieu de la queue, sur la rangée du milieu du petit tourbillon, là, sur le côté. Et il y a une nana qui vient, de nulle part, qui ouvre le petit bandeau, là, et qui me dit, mademoiselle, venez plutôt par là. Et donc là, et pas que moi évidemment, toute la ligne à côté de moi, on passe par un escalier, mais genre entre deux portes, un truc dérobé de Roissy. Et j'arrive, et je te jure que j'ai la photo, je vais te la montrer. Et j'arrive devant un portique de sécurité, donc tu sais les énormes trucs là dans les aéroports, vide. Il n'y avait pas une seule personne qui faisait la queue à cet endroit, avec 12 mecs de sécurité qui étaient là pour prendre la valise. Voilà. Ok. Et là, ouais, c'est dingue. Non mais, et évidemment que c'est peut-être une synchronicité de ouf, peu importe. Mais c'est la même chose. Mais c'est le résultat est pareil. Et alors attends, je vais te raconter une deuxième histoire. Accroche-toi. 4 jours après ou 3 jours après, je te jure, ça fait longtemps, enfin je l'ai pas raconté depuis, mais en gros, je suis au Mexique. Et c'est un voyage, voilà, c'est un gros voyage. Je suis là pour 2 semaines, j'ai un mariage avec plein de potes. Le truc m'a coûté quand même une blinde, tu vois. Et j'attends un virement, le virement arrive pas, donc je commence un peu à stresser. Et je me dis, ce serait trop marrant de pratiquer pour le fric. Et là, je me dis, tu sais quoi ? Je pratique pour le fric. Et donc je suis là, je suis dans mon lit et tout, la porte est fermée. Mais tu vas pas y croire. Et la porte est fermée et tout. Et donc bref, je pratique. Je sors de ma chambre. Je descends, on était dans une maison, je descends. Et devant la porte nous attendaient des copains, dont un mec qui est très sympa, qui est un ami de ma cousine, que j'ai vu 2 fois dans ma vie. Une fois à son enterrement de vie de jeune fille, et une fois, lui et sa femme nous avaient invités à déjeuner. Et il me regarde et il me dit t'as pas reçu un virement de 2000 €? Je dis pardon. Et il me dit je t'ai fait un virement de 2000 € sans faire exprès. Je dis ça là, tu rigoles ou quoi? Et il me dit non, mais quoi, tu fais pas tes comptes? Je dis mais évidemment que je fais pas mes comptes. Sinon je serais pas en train de stresser pour le fric. Et il me dit mais regarde tes comptes. Et je regarde mes comptes, il m'avait fait un virement de 2000 €. C'est incroyable. Et je lui dis mais je ne comprends pas comment c'est possible. Et il me dit mais tu sais la maison pour l'enterrement de vie de jeune fille, c'est toi qui l'avais payée. Et nous on t'a remboursé. Donc en fait à ce moment-là j'ai dû enregistrer ton compte bancaire. Et au lieu de faire un virement à machine, je t'ai fait un virement à toi. Tu l'as gardé l'argent? Je l'ai gardé, j'ai disparu. Non, je lui ai bien évidemment rendu. Mais là, personne m'a entendu parler pendant 2 heures. J'étais en état de choc. Bon, il faut le faire tout le temps, quoi. Un truc, ça marche. En tout cas, il se passe quelque chose. Mais au-delà de ces choses-là, qui sont plutôt des anecdotes rigolotes, il se passe un truc. Je sens qu'il se passe quelque chose dans mon quotidien. Je suis beaucoup plus joyeuse, je suis beaucoup plus lumineuse. Tu vois, j'en parlais avec Betsabé il y a 3 jours. Elle me dit, mais meuf, bon après il faut dire que voilà, quand je l'ai rencontrée, je n'étais pas forcément en forme, mais
il y a un peu un truc de renaissance et le fait aussi d'être entraînée et encouragée là-dedans par une femme que je connaissais pas il y a 1 an, qui me donne en fait énormément, ça m'ouvre et ça m'aide et ça me guérit en fait. En fait, je suis en train de guérir. Et donc là, en gros, je suis un peu dans une phase où tout est très... ça reste quand même très organisé. C'est comment dire, une philosophie. Est-ce que c'est une religion réellement? Je suis pas sûre. Mais en tout cas, c'est quand même assez organisé. Et donc, tu reçois ton petit parchemin au moment d'une cérémonie, après avoir fait plein de trucs, etc. Et donc là, on est en train, avec Betsabé, de réfléchir, tu vois, à l'endroit où je vais le mettre. À moi, essayer de pratiquer seule aussi. Du coup, tu vois, je m'installe ici, je clean tout, je mets une petite bougie sur mon petit bord qui est un bordel maintenant. Mais j'ai, tu vois, ma petite bougie, mon sablier, j'ai oublié comment ça s'appelle, cette espèce de petit chapelet en perles là que tu croises dans tes doigts et tout. Et je me dis un jour à la fois, on verra. Mais en tout cas, pour le moment, ça me fait me sentir très bien. Trop intéressant. Trop intéressant. Et du coup, il faut que est-ce que tu as envie, toi, une fois que tu auras trouvé le moment pour toi, machin, que tu te seras vraiment, tu vas essayer d'en parler autour de toi à d'autres copines, enfin élargir du coup le truc ou pas, ou le côté sectaire ne t'intéresse pas? Ouais. Non, c'est pas trop mon délire. C'est pas trop mon délire. Et en fait, moi, je réalise que ce que j'aime, c'est aussi être très libre dans ce que je fais. C'est-à-dire que tu vois, je te disais, j'ai plein de spiritualité, mais en fait, je peux aller à la synagogue, là, chez les libéraux, dans le 11e, pour l'office de Shabbat, ou Hanouka, ou Sukkot, ou Kippour, pour entendre, tu vois, le rabbin ou la rabbine parler. Je peux faire ça, donc pratiquer le bouddhisme. J'ai aussi, quand tu vois, j'ai des moments un peu plus de passage à vide, je vais appeler une magnétiseuse que je voyais beaucoup à un moment où ça allait pas du tout, qui est une nana extraordinaire, qui... Elle met pas trop des mots sur ce qu'elle a. Je pense qu'elle a un don, mais elle le dit pas trop. Et je pense que c'est parce qu'elle est très cynique et donc elle veut pas que les gens la comprennent pas quelque part. Mais à mon avis, elle est clairaudiente. Donc elle entend des choses. J'adore la Vierge. La Vierge, à mon avis, on va le mettre dans cette parole-là. Il faut quand même que les choses soient organisées. Mettons des étiquettes, s'il vous plaît, dans le monde, mettons des étiquettes. J'adore ce que j'ai commencé cette phrase. Moi, je suis très libre, je suis pas du tout libre, complètement fermée. Mais c'est les mêmes chaque carte et chaque chose dans la vie c'est une énergie, c'est énergétique, tout est énergie. On est dans un énorme champ magnétique et qui est la force 1. Et en gros, chaque énergie a un pôle positif et un pôle négatif. Ouais. Et c'est le fait, tu sais, je ramène toujours à ça, mais c'est évident que quand il y a l'obscur, il y a la lumière quelque part. Et c'est en connaissant l'énergie qu'on s'y repère et bam, on peut s'en sortir et on peut faire disparaître. Mais on dit qu'il n'y a de la lumière que grâce à l'obscurité. On peut pas avoir... Le Jedi va sortir de notre poitrine. Comme ça, on pourra faire des super phrases sur Instagram pour dire que vraiment, on est des gens spirituels très profonds. Est-ce que tu dirais que tu es superstitieuse? Qu'est-ce que c'est que la superstition pour toi? C'est du contrôle, en fait. C'est du contrôle. Mais j'étais vraiment méga superstitieuse plus jeune. Parce que héritage de ma grand-mère... Les femmes marocaines ont la réputation d'être des sorcières. C'est comme ça que, notamment, les autres populations du Moyen-Orient et du Maghreb voient les femmes marocaines comme des sorcières. Donc, t'as un peu un héritage... c'est très fréquent, les histoires dans les familles qui datent des années 50, des années 60, où pour le coup, c'était pas du tout stylé ou quoi que ce soit, qu'un gosse qui tombait malade, on l'emmène voir une sorcière. Il y a même une île, il me semble, au Maroc, où il y a des sorcières, et tu peux y aller, et tu fais des trucs, enfin... Donc, voilà. Donc, de fait, les sorcières, elles se protègent de la magie noire. Je sais pas du tout si ma grand-mère était une sorcière, en tout cas, pas celle-là, c'est sûr. Donc, il y avait tout ça dans notre vie. Maintenant, ça me fait rire que tu me demandes si je suis superstitieuse alors qu'il y a un chat noir à 1 mètre de toi. Je le suis plus du tout.
j'ai gardé des réminiscences, si tu veux, quand je vois une échelle, je me dis c'est une échelle, c'est pas du tout anodin pour moi, mais je passe dessous. Mais je passe dessous quand il n'y a pas d'enjeu. Donc il y a des... Ça peut encore m'arriver de jeter du sel par-dessus mon épaule gauche, je suis un peu mal à l'aise quand il y a une baguette de pain, mais te dire... pas une baguette de pain, mais une baguette de pain à l'envers, pardon. Ça me porte rire. J'adore. Non, quand le pain est à l'envers. En fait... Croiser les doigts, tu fais? Oh, je sais pas. Peut-être. J'en sais rien. Non, mais c'est très marrant, je suis pas superstitieuse, mais en fait, je suis superstitieuse. C'est plus un truc de contrôle. Plus un truc de quand même, ce serait con, tu vois. Je sais pas, t'attends un job, il y a une échelle. On passe pas sous l'échelle, tu vois. Mais dans les moments de ma vie où il n'y a pas d'enjeu, où tout va bien, où je suis contente, où je me pose pas de questions, je vais passer 3 fois sous l'échelle, j'en ai rien à foutre. Donc, ouais, c'est peut-être un moyen de se rassurer. Et pareil, dans la culture marocaine, on parle beaucoup du mauvais œil. Si tu regardes un peu partout chez moi, il n'y a que des gris-gris anti-œil, quoi, anti-mauvais œil. Je pense que c'est de pair. Bah, déjà, là, t'as le petit bois, là, t'as une petite poupée qui vient du Guatemala, à qui tu racontes tes misères et tu la fous sous ton oreiller, elle est censée te sauver. Dans ma chambre, t'as beaucoup d'œils, tu sais, qui viennent de Turquie, là. D'œil de Dieu, je sais pas. Puis t'as un peu des phrases partout, de trucs un peu nuls. Tu peux m'en lire une? De se donner de l'amour et compagnie. Ouais, ça, elle est vraiment naze. Ah non, il y en a une que j'adore, elle dit « Blame it on the moon ». Donc mets ça sur le dos de la lune et en gros c'est un peu cynique rapport à tu sais tous ces trucs où on dit non c'est pas parce que t'es bélier c'est juste parce que t'es une connasse, enfin un peu de tu fous ça sous le dos des cycles de la lune. Bon bref, tout ça m'habite, j'ai plein de petits gris-gris, j'ai ramené plein de vierges du Mexique, je voulais me faire tatouer là, tu t'es foutu de ma gueule, un cœur sacré. Ouais, c'est des petites amulettes quoi, c'est des petites amulettes. Est-ce que tu crois en la vie après la mort? Qu'est-ce que deviennent les morts? Qu'est-ce qu'on devient nous? Enfin, tu vois, après la mort. Allez, on prend une clope parce que c'est trop intense. Ouais, c'est un peu se mettre à chialer à tout bout de champ. Non. Je rigole. Si non, mais et au pire, c'est pas grave. Si on a le droit de pleurer, non? C'est une grosse partie de ma spiritualité, les âmes. Ça me fait rire ces phrases, putain. Mais c'est bien fait pour ma gueule parce que je juge tellement les psys à 2 balles sur Insta et les gourous et les machins que en fait, mais tu te rends pas compte qu'on parle tous comme ça en fait, tu vois, on est tous des machines à écrire des phrases d'Instagram. Bref, non pas bref. La vie après la mort. En fait, il y a 2 trucs. Enfin, il y a le truc auquel je crois aujourd'hui, la manière dont je l'ai mis dans ma petite tête de vierge là. J'ai le sentiment qu'on peut, et même j'ai l'impression de l'avoir vu en fait, qu'on peut connecter les âmes les unes aux autres, qu'elles soient déjà là ou plus là. Non, pas encore là ou plus là. Et par exemple, je peux te sniper une femme enceinte avant, et ça m'est déjà arrivé, avant même qu'elle le sache. Ça m'est arrivé 2 fois. Je sais pas comment l'expliquer. C'est-à-dire que la meuf est en face de moi et j'entends ou je sens, non j'entends pas parce que je sais pas une voix, je sens, ça apparaît très clairement, elle est enceinte. Et c'est arrivé, donc ça arrive à chaque fois, hein, c'est arrivé plein de fois. Ah oui, non mais ce qui est très marrant, c'est que moi j'ai pas vu ma propre grossesse. Non, mais t'as vécu un truc enfin, avec ta grossesse, est-ce que tu l'as su? Non. Non, c'est ça qui est hyper drôle. Non, pas du tout. Non, moi je l'ai appris tard, j'ai appris presque à 1 mois et demi de grossesse, j'avais pas du tout capté. Mais les coordonnées sont les plus mal chaussées, j'ai envie de te dire. Non, donc ça, je sais pas, ça ce truc-là, ça a dû m'arriver 20 fois peut-être, ces 5 dernières années. Mais le fait de le savoir avant la meuf, parce que tu peux te dire, une femme enceinte, elle va forcément, si elle sait qu'elle est enceinte et elle le dit pas, de toute façon quand t'es enceinte, tu bouges différemment, tu existes différemment. Donc peut-être que je perçois les subtilités. Moi, je voudrais juste dire un truc que j'essaie de te faire dire, mais on est pas allé, mais t'as été enceinte extrêmement jeune, quand même. Ouais.
Et est-ce que tu avais ce truc-là même avant ça, ou est-ce que tu l'as eu qu'après ça? Non, je l'ai eu avant. Avant, même petite? Je l'ai eu avant. Je l'ai eu, je sais pas, petite, j'en sais rien. Mais ma mère qui a eu beaucoup de grossesses, qui sont malheureusement pas allées à terme, donc elle en parlait pas. À chaque fois, j'ai capté qu'elle était enceinte, donc quand même assez jeune. Mais bon, je me souviens juste à l'adolescence. Après, je peux pas dire, mais il y a plein de psys qui disent que en fait, c'est quelque chose que tous les enfants ont. Mon fils, là, par exemple, mon fils, il rentre dans un endroit et il dit « Je sais que t'attends un bébé ». Et là, il l'a fait à mon frère, qui effectivement, c'est le cas. Son père va avoir un bébé. On est rentré de chez son père. Il m'a dit le bébé de sa belle-mère, est-ce que c'est une fille ou est-ce que c'est un garçon? Alors qu'il ne savait pas qu'il y avait un bébé dans le ventre de sa belle-mère. Donc les enfants l'ont. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit souvent des enfants changer de comportement quand la maman est enceinte, parce qu'en fait on leur ment comme on leur dit pas, parce qu'on veut les protéger. Et ça, eux, parce qu'en fait ils ont cette sensibilité c'est millimétrer une énergie en fait. Et donc dès que l'énergie elle change, pour peu que tu sois un peu en conscience, comme le sont extrêmement les enfants, tu vas tout de suite sentir que quelque chose ne va pas. Moi, on peut être à 10 km. Alors je vais pas faire la meuf, genre si t'es malade, je sais que t'as un rhume, mais en tout cas, si je perçois une mini vibration, un mot, un truc dans ta voix, quelque chose dans la manière dont tu bouges, je vais sentir qu'il y a quelque chose qui est pas clair. Tu vois? Et donc, je pense que j'ai ça avec les femmes enceintes. Donc ça, tout ça pour rejoindre ce truc de on peut se connecter aux énergies. Et en fait, j'ai vu des gens en faire l'expérience plein de fois. Cette fameuse magnétiseuse là qui s'appelle Sonia, qui est énergéticienne, en fait elle fait ça, elle se connecte à travers ce que toi tu ressens à l'énergie des gens dont tu parles, donc l'énergie de ta mère, l'énergie de ton mec, l'énergie de ton gosse, les trucs sont hyper clairs pour elle. Et le deuxième truc dont j'avais envie aussi qu'on parle, que j'ai fait, qui a bouleversé ma vie, c'est la constellation familiale. Et c'est le fondement même de la constellation familiale, c'est le fait de recevoir ou de te connecter à l'énergie des gens qui ne sont pas dans la pièce, premièrement, mais qui aussi peuvent être des bébés qui ne sont pas encore même dans le ventre de la mère. J'ai une copine qui allait voir le même mec que moi et il lui a dit le bébé arrive. Une autre copine qui avait fait une fausse couche, elle lui a dit c'était une petite fille, elle est machin. Alors bon, encore une fois, t'y crois pas, mais en l'occurrence... Moi, le mec dont je parle, c'est un polytechnicien de 60 balais, look de Bernard Pivot, qui fait 40 000 constellations avec sa meuf dans son manoir à Clamart. Il n'a pas besoin de toi pour vivre. Et moi, je peux te dire qu'il m'a mais bouleversé, ce mec. Il a changé le cours de ma vie, vraiment. Vraiment. Tu peux raconter dans les détails Ouais, carrément. Tu as 2 types de constellations familiales, à ce que je sache. Tu as les constellations familiales en groupe. Toi et moi, on peut s'inscrire et faire une constellation familiale avec des inconnus. Et en fait, le principe d'une constellation familiale, c'est que tu te connectes aux énergies des gens avec un intermédiaire qui peut être des poupées, qui peut être des cailloux, qui peut être des gens. Et donc les constellations familiales en groupe, c'est des constellations familiales où l'intermédiaire, c'est des gens qui viennent se foutre dans l'énergie des gens dont on parle, qui ne sont pas dans la pièce. Okay, et moi, je l'ai fait avec un mec qui utilise des cailloux. Et je l'appelle Jean-Michel Caillou, d'ailleurs. Alors, qui s'appelle Jacques Tancé. Mais Jean-Michel Caillou, je trouve ça très marrant. Et en fait, donc, t'arrives chez lui et tu lui racontes un peu la généalogie de ta famille, en fait, d'où tu viens, comment ta famille est structurée, parce qu'évidemment qu'on sait que dans la construction d'une vie, c'est hyper important. Mais ce qui, lui, le touche le plus, enfin, là où il va le plus s'accrocher, c'est d'où tu viens. Et en fait, ce mec est un génie, brillantissime. Il connaît toutes les crises, tous les déplacements de population, tous les attentats. Enfin, il a une connaissance de l'histoire et des contextes géopolitiques à travers les années qui est, c'est un ordi, quoi. Enfin, franchement, il n'y a pas photo. Et donc, tu y vas, par exemple, quand ta famille, elle a traversé la Shoah. Tu y vas quand, effectivement, par exemple, moi c'est le cas, ma famille est partie du Maroc parce qu'il y a commencé à avoir des attentats contre des synagogues au Maroc. Donc ils sont partis dans la peur. Et en fait, tout ça, tu y vas pour désamorcer l'héritage transgénérationnel de crise dont tu as hérité parce que tu es dans cette lignée et puis pas une autre, quoi, en gros. Et donc moi, j'y allais parce que... j'arrivais pas, si tu veux, après des années de thérapie, après les énergéticiennes,
je n'arrivais pas à dépasser mes blocages avec ma famille. C'est-à-dire que j'arrivais pas à aller au-delà de la colère que je ressentais pour l'histoire que j'ai eue. J'en voulais à ma famille, j'en voulais vraiment à ma famille. Et en fait, j'étais arrivée au point où ça se retournait beaucoup plus contre moi que contre eux, parce qu'on était quand même assez à distance et qu'eux ne le vivaient pas comme ça. Et donc, en fait, c'était moi qui en souffrais. Et puis moi, je ne pouvais pas construire une famille en étant en colère contre la mienne. Enfin, il y a un moment, si tu veux être un parent qui a un peu de valeur et du jote et de donner des trucs à ton enfant, faut que tu dépasses ces choses-là. Et donc, je m'étais dit, il faut que j'essaye autre chose. Je n'y arrive pas, il y a des trucs qui ne sont pas digérés, mais je ne mettais pas le doigt sur les choses. Je n'arrivais pas à savoir ce qui se passait, en fait. Et donc, lui, si tu veux, il place ses cailloux comme un peu l'arbre généalogique de ta fratrie et de tes parents. Et donc, il se met sur l'énergie de chacun et il te dit ce qu'il sent. Tu veux que je te raconte ? Bah, évidemment. Ok. Donc, il se met... Mais attends, c'est choquant, hein. Il se met sur l'énergie de mon père. Et là, il dit... je suis... Oh là là. Et puis, alors, c'est bizarre parce que sa voix se transforme, ses gestes se transforment. Il est quasiment plus le même mec. C'est super chelou. Et donc là, il me dit... Oh là là, je suis complètement dans la lune. Mais là, je n'ai pas du tout les pieds sur terre. Mais j'ai pas d'émotion. Attends, je vais dans le lien à toi, mais il n'y a pas de lien avec toi, en fait. En fait, je sens pas que t'es ma fille. Je sens pas du tout que t'es ma fille. Je sens pas que je suis ton père. Tu pourrais être la fille du voisin. Je t'aimerais pareil, quoi. Il n'y a pas cet amour de père, quoi. Donc, si tu veux, le mec, il commence comme ça. Toi, t'es là, ok. Mais en fait, comme dans tout ces choses-là, tu les sais. J'ai pas attendu d'avoir 30 balais pour savoir que mon père avait pas ce truc avec moi. Tu vois. Donc, ça me fait du bien. J'entends ça et je me dis, je suis pas folle. Et tu sais quoi, je préfère entendre ça, parce que du coup, ça justifie la manière dont il s'est comporté. Et il y avait de l'amour entre nous, il avait beaucoup d'amour pour moi, mais pas celui d'un papa. Mais parce qu'il n'était pas connecté à ça, je pense que c'était trop grand pour lui, la paternité. Surtout la paternité d'une fille. Il m'a dit, quand t'es née, je me suis effondrée en larmes. Moi, je l'ai jamais vu pleurer. Donc, je pense qu'il était très coupé de ses émotions. Donc, il a mis à distance. Larmes, pourquoi ? De beauté, quoi. Il m'a dit, c'est vraiment l'émotion la plus forte que j'ai jamais ressentie de ma vie. Et donc, c'est un peu dur de dire il n'y a pas d'amour. En fait, c'est l'amour et il est coupé de cet amour. Il a été coupé de cet amour, je pense. Parce que c'était trop grand et puis parce que tu me connais. Moi, je suis en mode... Je te confronte, quoi. Si tu me la fais pas à l'envers, en fait. Donc quand tu agis pas bien, je te dis que tu agis pas bien, je te mets face à toi. Et donc je pense qu'il l'a senti ça très jeune, que je le mettais face à lui. Et donc il a fui ça. Contrairement à mes frères qui eux étaient beaucoup plus dans une posture de séduction avec lui, puisque miroir, etc. Et donc il a beaucoup plus pu les amadouer, de créer du lien avec eux. Moi, il n'a pas réussi, il n'a pas fait l'effort, ou il n'a pas réussi à franchir ce cap-là, à essayer de me rencontrer et de comprendre. Beaucoup plus tard, il entendait les choses que je lui disais. Ouais, dans la jeune enfance, non. Non, il m'a mise beaucoup à distance. Et puis ce rapport, il n'était pas très clair, lui, dans son rapport aux femmes. Donc il y avait aussi mon identité de femme qui posait problème dans le lien que j'essayais de construire avec lui. Donc si tu veux, il me dit ça, le truc il commence par ça. Ensuite, il passe à ma mère. Alors là, c'était en mode... il me dit... J'ai des vertiges, je me sens pas bien, j'ai la tête qui tourne, je suis pas du tout construite, j'ai pas les pieds sur terre, j'ai l'impression que je suis une petite fille dans le corps d'une femme, je tourbillonne, je suis presque au bord de la folie, etc. Et en fait, c'est vrai, ma mère, elle a un truc elle est très, 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 très fragile, profondément fragile, et même sa santé mentale est fragile. Elle a déjà eu des épisodes, on peut appeler grossièrement là, de folie. Et donc le mec te dit ça, mais pareil, moi je ne lui ai rien dit de tout ça, donc je suis un peu là genre wow, ok. Ensuite il se met sur l'énergie de mon grand frère et là il me dit assez classiquement, je suis le premier enfant d'un couple dysfonctionnel, j'ai un frère et une sœur derrière moi, j'ai trop de responsabilités, mon frère c'est un mec hyper froid, très introverti, qui parle pas du tout, enfin je sais même pas je pense qu'il y a des émotions, ça se fait pas dire ça, mais en tout cas il est très très loin de tout ça. Et ensuite il se met sur moi et là il me dit je suis coupée en deux. En fait j'ai le bas de mon corps qui est mais genre deep down sur le sol
et donc je suis très 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 solide. Mais alors en revanche, tout le haut de mon corps, c'est ma mère. C'est-à-dire que je suis en fusion, je ressens les trucs de manière super intense et surtout, j'ai pas du tout envie d'être là en fait. Moi, j'ai envie d'être au-dessus des nuages, là, dans mon petit paradis d'illusion, à voguer de liberté, de machin. Mais en fait, et du coup, j'ai un truc d'écartèlement entre le haut de mon corps qui est régi par les émotions hyper intenses et qui essaye de fuir en fait pour aller se balader dans la lune, sur la lune, et le bas de mon corps qui est un peu mon chemin, je sais pas, peut-être mon chemin karmique, tu vois, d'ancrage, quoi. Et ensuite, il passe à mon petit frère, à mes petits frères. Bon, bref, il dit moins de trucs intéressants là. Pour nous aujourd'hui. Mais du coup, donc voilà, donc le mec il te raconte ça déjà, donc toi t'es là genre ok. Ouais. Et tu sais, c'est ce qui t'a fait du bien, c'est d'avoir entendu. Exactement, des vérités. Des vérités que tu savais depuis déjà longtemps, mais que des vérités. mais que en Exactement. fait, c'est le sentiment de je ne suis pas folle, en fait. J'ai l'énergie qui n'était pas concrète, qui n'était pas d'intangible, en fait, tout d'un coup devient tangible. Genre, bam, ça ressort dans la Matrix, c'est un autre être humain qui se pose sur un caillou et qui te dit quelque chose. Ouais, exactement. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu voudrais rajouter sur la constellation ? Oui, je l'ai fait dans l'optique d'un soin. C'est-à-dire que tu vas pas juste pour que le mec il se mette sur des cailloux et dise que ton père il t'aime pas, tu vois. Tu y vas parce que tu as un truc à réparer, donc lui il va t'aider à faire ça. Et donc en gros, juste pour terminer sur le process et à quoi ça sert, donc il met le doigt sur le truc. Il met le doigt sur le truc, et là en l'occurrence pas forcément envie de tout déballer, mais il met le doigt sur le truc. Et il dit bah voilà, en fait à ce moment-là il y a eu une cassure dans ta famille, et ça a fait que la petite fille que tu étais à ce moment-là s'est dissociée de la femme que tu es devenue. Et en fait à cet âge-là, en l'occurrence donc 7-8 ans, bah, la petite fille que tu étais, elle est tombée dans les limbes, et tu es devenue une femme. Et en fait, j'ai toujours eu ce sentiment. C'est pour ça que ça me fait rire quand tout le monde dit « T'as eu un bébé super jeune ». J'étais déjà la maman de mon petit frère numéro 1 et de mon petit frère numéro 2. Donc ça n'a rien changé à ma vie, moi, de tomber enceinte. Mais parce que précisément à ce moment-là de ma vie, en fait, je suis devenue une adulte. Et en fait, là, il m'a dit on va se mettre l'un à côté de l'autre et on va aller chercher cette petite fille. Moi, je vais y aller pour toi parce que toi, tu n'as pas accès. Moi, je vais aller chercher cette petite fille et je vais l'endormir. Et je vais lui dire que c'est bon, en fait. On est allé la secourir. Et elle va pouvoir se réintégrer à l'intérieur de toi et elle va pouvoir s'endormir paisiblement pour que la femme que tu es aujourd'hui ne soit plus régie par cette petite fille qui est dans les limbes, mais que tu vives la vie que tu es censée vivre maintenant. Et donc il s'est assis à côté de moi. C'était le Covid, normalement il me semble qu'il aurait dû se mettre genre dos à moi ou on devait se toucher la main, je sais pas, mais bon, en l'occurrence comme c'était le Covid, il était à distance. Et alors là, meuf, il m'a fait un truc. Il a commencé à faire des grimaces de ouf, à ouvrir sa bouche, à crier. Enfin, genre, le mec était en train de descendre. Et il m'expliquait ça. Il me disait, là, je suis en train de descendre. Et il gueulait. Et moi, j'étais là, je m'accrochais à ma chaise en mode, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Enfin, faut vraiment imaginer la scène. T'es dans un manoir, dans une banlieue cossue, avec Bernard Pivot qui est accroché à son siège et qui se met à gueuler et bâiller et genre tourner des yeux. Enfin... n'importe quoi, mais vraiment. Et là dans ces moments j'ai quand même un pilote dans l'avion, tu vois, je me dis mais qu'est-ce que je suis en train de faire, le truc me coûte une fortune en plus. Je suis là, enfin bon bref, et donc il fait ça, il reprend vie et machin et nanan, et en fait c'est vrai, je suis désolée, c'est vrai, depuis que j'ai fait ça j'ai pris un autre chemin de vie. Et sur le moment quand il a fait des grimaces et tout ça, t'étais en... J'étais émue, j'étais très émue, j'étais très sensible. Je n'ai pas senti de trucs bouger dans mes organes ou j'en sais rien, tu vois. Je suis sortie très en paix de ce rendez-vous. Il y a un lien qui s'est créé avec ce mec, en fait, que j'ai absolument jamais revu ni contacté, etc. Enfin, si on s'est revu, j'ai emmené quelqu'un le voir. Mais il y a un truc très fort qui s'est créé et en fait, cette petite fille qui dort, je la sens. Je sens qu'elle dort. Je sens qu'elle est un peu chahutée parfois parce que les plaies, tu les recouds, mais en fait, elles demandent qu'à être grattées. Donc, dès que tu grattes ma plaie, notamment une blessure du lien très très forte, bah voilà, ça m'irrite.
Mais c'est plus les crises d'angoisse. J'étais vraiment abîmée, quoi. J'avais vraiment une santé mentale qui était abîmée. Et aujourd'hui, c'est pas tous les jours rose, hein, quand tu viens de ce parcours-là. Il y a forcément des moments qui sont moins faciles que d'autres, et puis les aléas de la vie font que voilà. Mais ouais, je sens que ça a réintégré sa place. Et que j'ai fait la paix avec la famille que j'ai, en fait. C'est surtout ça le truc. J'y suis allée pour ça. Pas tout de suite après. Je suis pas sortie en mode allez les gars, on se fait un câlin, on est tous trop love. Mais aujourd'hui j'ai de l'amour pour eux. Alors que j'étais persuadée que je pourrais jamais ressentir cet amour-là. Là, je les comprends. Je les pardonne surtout. Tu vois, je les ai pardonnés. Donc c'est génial ces trucs-là. Juste pour la question de la vie après la mort, tu as répondu en disant bien sûr je crois aux âmes, il y a des gens qui sont pas encore là, qui sont là, et des gens qui sont plus là, qui sont là, et des gens qui sont là, qui sont là. Ouais, après ça c'est très mental. C'est très très mental. Après il y a l'expérience que j'ai moi avec les gens qui ont une vie après la mort. Ouais. En fait, à chaque fois que je vois une voyante, à chaque fois qu'on me tire les cartes, à chaque fois que je fais ma charte, mon thème astral, ma révolution solaire, c'est systématique. On me dit que j'ai une lignée de femmes médiums, donc médium au sens de communication avec l'au-delà, pour le dire dans des termes hyper nazes. Mais il y a ce truc-là dans ma famille depuis toujours. Donc c'est pas. Et alors ce qui est marrant, c'est que c'est pas du côté marocain, c'est du côté français. Et donc il y a beaucoup d'histoires dans ma famille de bidule faisait tourner des tables, machin parle au dead, ma grand-mère qui est enfermée dans sa maison depuis que son mari est mort parce qu'elle nous dit qu'elle vit avec lui et tout. Et tu sais quoi, nous c'est genre ok, enfin franchement personne la prend pour une folle, tu vois. Voilà, bon un peu mais non mais il faut voir ce que c'est, t'imagines, t'as pas le droit de rentrer chez ta grand-mère depuis 10 ans parce qu'elle vit avec son mari mort. Enfin je veux dire à un moment, et genre je suis allée chez elle il y a pas longtemps, elle a collé des post-it au mur et tout, enfin c'est un délire. Mais moi je sais que je reçois de la visite, je le sens, je l'ai sur ma peau, je sens des mains, je sens des gens qui s'asseyent. Ça m'est arrivé de me réveiller parce qu'on me touchait la tête, on me tapait sur la tête, tout doucement, mais genre toc toc toc, quoi. Et j'acceptais pas du tout ça. Tu vois, j'ai eu très très peur toute ma vie, j'avais peur de dormir, je flippais, je me disais putain, il va m'arriver un truc et tout. Et en fait, c'est une astrologue que j'ai vue pour la première fois il y a 4 ans, je crois, ou il y a 3 ans, elle avait fait elle avait dû faire mon thème astral. Et elle me redit ce truc-là, et je lui dis ouais mais je veux pas en parler. Et elle me dit mais pourquoi, de toute façon c'est là. Et je dis non mais c'est bon, en fait les rêves prémonitoires où tu rêves que la nana que tu connais elle fait une fausse couche et 2 jours après elle fait une fausse couche, en fait je préfère ne pas y croire, ça me protège. Et elle me dit mais tu sais comment on sait que les gens ont ou ont pas ce truc. Et je dis bah non, et elle me dit bah c'est les seuls qui en veulent pas, c'est les seuls, parce que tu l'as en toi et tu sais à quel point c'est dur en fait de vivre avec un truc pareil, parce que c'est pas, enfin, tu sais moi ça m'arrive, je suis dans mon bed, j'ai envie d'être tranquille, il est 3h du mat, je me réveille et je sens un truc s'asseoir à côté d'homme, j'ai la flemme en fait, j'ai pas envie, j'ai peur, enfin tu vois, et j'ai toujours pas apprivoisé ce truc, si ce truc existe, peut-être je suis juste un peu schizo, mais en tout cas je l'ai en moi, c'est certain. Et ouais, ça vit ici, quoi. Ça vit ici. Après, je vais pas aller dans des châteaux et me dire ça, tiens, j'ai l'impression que c'est hanté ou pas hanté. Mais en revanche, j'ai un truc de sensibilité hyper forte à ça. J'ai l'impression que je suis entourée de. Alors, plutôt les gens de ma famille, tu vois. Peut-être que c'est juste que j'ai pas envie de couper le lien parce que je les aime et qu'ils me manquent. Mais voilà, il y a mon grand-père qui est pas loin, il y a ma grand-mère qui est là, mon père qui est mort il y a pas très longtemps. Pas trop, bizarrement. Pas trop. Je le sens pas du tout, même. Tu parlais des rêves prémonitoires tout à l'heure. Quand tu rêves, pour toi, c'est quoi les rêves? C'est quoi mon rapport aux rêves? Ouais. Les rêves, c'est comme les cartes de tarot. Si t'as pas voulu voir le truc, il arrive in your face au milieu de ta nuit, donc en plus t'es fatigué et t'as le seum. Non, mais moi, je suis très très sensible. S'il y a un truc, et alors c'est tout le temps dans les mêmes moments, quoi. Je vais avoir un truc qui va me perturber, je vais décider de le foutre sous le tapis parce que je suis pas dispo pour le voir, parce que j'en ai pas la capacité, j'ai pas les ressources. Mon inconscient, il me dit fuck you, en fait, tu vas en rêver toutes les nuits.
toutes les nuits. Tu veux pas passer tes journées à y penser, c'est pas grave chérie, tu vas y penser toute la nuit. Voilà, donc ça c'est mon rapport au rêve. Donc je fais énormément de cauchemars. Énormément de cauchemars. Tu peux en raconter un? Franchement, c'est des trucs super violents, de mort, quoi. Genre, je rêve que mon fils meurt, je rêve que moi je meurs. Alors, comme tu peux pas rêver de ta propre mort, je me réveille tout le temps au moment où je tombe de la falaise. Donc, heureusement, je suis pas là pour voir ça. Je rêve qu'on veut me tuer. Je rêve beaucoup, beaucoup que je rate des trains, que je rate des avions, que je monte... Alors, celle-là, elle est extraordinaire, que je monte dans le mauvais avion. Donc, je suis pas sur le bon chemin. Je suis en retard. C'est tout le temps ça. Mais ça, c'est vraiment ton inconscient qui est là et qui te dit faut que tu te regardes dans un miroir, là. C'est beaucoup ça. Beaucoup, beaucoup ça. Après, j'ai ce truc... alors, je sais pas, j'ai lu des trucs qui disent que ça n'existe pas. Pour autant, j'ai vraiment la conviction que ça m'arrive de pouvoir contrôler mes rêves. Par exemple, mes cauchemars, pour que ça s'arrête, je me fais pleurer. Donc, je suis dans mon cauchemar. Je sais que c'est un cauchemar et je sais que si je pleure dans mon cauchemar, je vais pleurer dans la vraie vie et que le bruit de mes pleurs va me réveiller. C'est ma technique pour me réveiller de mes cauchemars. Donc il y a quand même une partie que je peux contrôler. Donc un peu des rêves lucides, quoi. Je suis folle. Ouais. Non, j'adore il y a quand même une partie que je peux contrôler. Genre, lol. Ouais, ok. Ouais, calme-toi, ma soeur. Donc c'est bon. Non, mais donc tu te sors des rêves. Je me sors des rêves. Je me sors des mauvais rêves. Pas tout le temps, mais je me sors des mauvais rêves. Il y a des bons rêves aussi. Et les bons rêves, je m'en rappelle pas. Bah non, c'est trop facile. Quand t'as fait. Non. Si, je fais beaucoup de... Ouais, je devrais peut-être pas le dire, mais je fais beaucoup de rêves érotiques. Ouais. Ouais. Et ça, c'est des bons rêves. Ça. Ouais, c'est des super rêves. Alors après, ça dépend si tu choisis pas toujours ton partenaire. Parfois, il y a des trucs un peu relous. Enfin, non, relou, non, mais si, relou, si. Si, ça arrive qu'il y a des trucs relous. Mais il y a des trucs très drôles. Il y a des trucs très drôles. Bah, tu rêves que tu couches avec ton patron. Enfin, tu vois, et le lendemain, t'arrives au taf, t'es là, ok, salut, ça va. Et du coup, t'as un peu de désir et t'es un peu mal parce que le mec est un peu pas dégueu, mais tu l'avais pas vu sous ce jour, quoi. Ce genre de bail. Ouais, non, ça c'est rigolo. Ça, c'est rigolo. Je sais pas ce que ça dit, mais bon, ce sera pour une autre fois. C'est balancé dans la Matrix. Qu'est-ce qu'on dit? Ceux qui doivent se reconnaître. Est-ce que tu crois qu'il y a une destination, un destin? Je crois qu'il y a un chemin. Je crois qu'il y a le karma. Je crois que t'as ce truc des vies antérieures. Putain, mais alors ce truc, ça m'a fait tellement rigoler. Une de mes copines que tu connais qui s'appelle Camille, je lui parle d'anciennes vies. Et elle me dit, mais meuf, moi ça me fait quand même gaulerie parce que j'ai jamais entendu personne me dire j'ai vu une chamane, on a fait le tour de mes anciennes vies et j'étais un vieux Bernard qui bossait dans un super rue de Conflans-Sainte-Honorine et je passais ma vie à passer le balai. Genre, t'es tout le temps un mage, t'es tout le temps une sorcière ou une reine, jamais t'es la factrice et t'es mort d'une crise cardiaque, tu vois. Mais peut-être que la factrice est une reine. Peut-être que la factrice. Non, mais on s'est compris. Compris. T'es tout le temps une Amazone qui fait du cheval les seins à l'air et t'es jamais, tu vois, moi, j'étais Micheline. J'étais une grande chrétienne, paraît-il. Voilà. Et je suis morte sur le bûcher. Voilà, non, mais évidemment, mais bien sûr. Et il y avait une autre, elle m'avait raconté un autre truc, que j'étais une princesse. Ouais, enfin, moi, c'était vraiment ça. Non, mais tous les gens que je connais, ça. Non, mais je t'interdis de le remettre en cause, en fait. Je remets pas en cause. Non, mais et donc j'ai dit ça à une de nos autres copines, Gloria, et elle m'a dit, mais c'est parce que, en fait, ce qui te marque, c'est pas les destins random. C'est effectivement les grands trucs un peu traumatiques. J'ai une copine, elle l'a fait avec une nana, et la nana, elle m'a dit, j'ai eu super mal aux yeux, j'ai vu mon mec actuel, donc de la vie d'aujourd'hui, il y a, genre au Moyen-Âge, me crever les yeux. Tu vois. On te raconte quand même des trucs de ouf. Et je pense que ça, c'est le prochain truc que j'aimerais faire. J'aimerais bien, d'ailleurs, si t'as des recos de gens qui peuvent m'accompagner à faire ça, j'aimerais bien faire le tour de quelques anciennes vies. Donc ça, j'y crois. Et je sais pas, non, je crois pas que tout est écrit. Je crois pas que tout est écrit. En quoi tu crois, toi? Je te redis ce que je t'ai dit tout à l'heure. Moi, je crois en ce que je ressens. Je crois à l'intuition. Je crois au sens.
Je crois à la connexion entre les humains. Je crois à l'amour, mais d'une force mais immense. C'est la dernière question et c'est hallucinant, tout le monde y vient seul en fait. En quoi tu crois? En l'amour. C'est quoi l'amour? Ça, c'est très émouvant comme question pour moi. C'est une question de lien pour moi, une question de lien à l'autre. J'ai beaucoup en ce moment comme thème dans ma vie le fait de dépasser les obstacles dans les relations, notamment amicales. On a parlé de la famille tout à l'heure, ça se rejoint un peu, c'est-à-dire beaucoup pour me protéger avant, j'arrêtais les relations dès que quelque chose ne me convenait pas. Pas les relations amoureuses, beaucoup les relations amicales, malheureusement, beaucoup plus les relations amicales que les relations amoureuses pour lesquelles j'ai une tolérance gigantesque. Et les relations amicales, dès que je sens qu'il y a un truc qui va me perturber, je cut parce que je pense qu'en fait, elles ont tellement de valeur pour moi, ces relations-là, et donc je mets tellement de moi à l'intérieur que je prends pas le risque, en fait, du lien, tu vois. Et donc là, et parce qu'une de mes copines, qui est une femme formidable, que j'ai arrêté de voir pour ce type de problème, m'est rentrée dedans il n'y a pas longtemps, 2-3 ans après qu'on ait arrêté de se parler, en me disant « mais je ne comprends pas pourquoi tu as fait ça ». Et en fait, elle m'a mise face au truc, parce que moi, j'ai une façon de cutter qui est très dure. Je cut, en fait, c'est tout. Je m'exprime, je dis le truc et après, ciao, bye. Et donc, elle m'a dit, je comprends pas pourquoi t'as fait ça. Et donc, j'ai dû lui expliquer. T'imagines, face to face, les yeux dans les yeux, une nana qui t'a fait du mal. Et lui dire, mais voilà la raison, machin, ça m'a... Franchement, elle a été super courageuse. Et ça m'a demandé beaucoup de courage. Et en fait, je me suis dit, mais c'est moi qui perds, parce que c'est une meuf de ouf. Et si j'arrivais à l'aimer quand même? Et si les gens t'arrivent à les aimer quand même, est-ce que tu gagnes ou est-ce que tu perds? En fait, tu gagnes à tous les coups. À tous les coups. Aimer quand même. On tire les cartes. Allez. Alors, tu choisis celui que tu veux. Et bah écoute, t'es dur là parce que tu m'as mis mes 2 chouchous. Et il y a les tiens, il y a ton paquet aussi que tu as le droit de choisir. Non, j'ai pas envie de choisir le mien, j'ai envie de choisir un des tiens. Mais je crois que c'est lui qui m'attire. Et bah prends-le en main. Alors que ma raison me dit non, mais mon cœur me dit oui. Oh bah attends. On écoute le cœur. Oh là là, il y a tellement de cartes. Bah ouais, 78. Là, il y a les mineurs, les cartes de cour et les majeurs. Parce que toi, tu tires juste les majeurs parce que exactement. Tu veux juste le haut du panier. Parce que j'y connais rien et que pour l'instant, ça me va très bien. Je mélange. Toi, tu t'en fous quand elles sont à l'envers, c'est marrant. Je m'en fous total. Et tu l'interprètes pas du tout comme un... Non, parce que c'est mon paquet. Elles sont à l'envers parce que, si tu veux, quand je me les tire pour moi, c'est biaisé en fait. Si c'est ton paquet et qu'elles sont retournées et que la carte revient, là oui, c'est un my day. Okay. Mais ça n'a de valeur que quand il n'y a que toi qui tires sur ton paquet. Ah ouais. Là, tu es en train de prendre mon paquet et il est passé dans plein de mains parce que c'est pas... Voilà. Mais j'ai un paquet à la maison. Il n'y a que moi qui tire. Un paquet secret. Et c'est un paquet perso. Attends. Ouais. Voilà. Et là, quand elles sont... Mais moi, je ne les lis pas tellement retournées. Je les lis, en fait, en fonction des cartes qui l'entourent. Ouais. Et de toute façon, une carte, c'est une énergie dans sa globalité. Ouais. Et moi, je demande à ce qu'on fasse le tour du cercle. Pas qu'on... Enfin, tu vois, c'est ça qui est dangereux. Une énergie, quand une carte arrive... Tu dois t'en imprégner et c'est comme un son, ding, et ça a une résonance si tu veux. Donc il faut laisser les choses, on ne peut pas arrêter. Coupe en 2 avec ta main gauche. On va regarder la carte de coupe. Le 10 de denier, l'abondance dans la matière. C'est quand vraiment on a réussi à faire marcher la loi de l'attraction et que concrètement, on blossom quoi. Enfin c'est vraiment c'est concret. La matrix c'est les deniers, c'est le concret. Le 10 c'est l'apogée, c'est la force 1. Je fais ça comme une bonne petite vierge. C'est très beau. C'est beau hein. Très très beau. Ça va même avec la gourde. Et ouais. T'en tires 3, tu les retournes pas. Okay. Non, non, je voulais bien le placer. Je ne m'en mêle pas. Tu m'en sors 3 et tu les retournes pas. Je les retourne pas. Quand même.
Ok. Bah, quand t'es prête, tu te les retournes. Tu commences par celle-là. Eh ouais. Et ouais. Ah ouais. Encore lui. My God. C'est marrant tout à l'heure quand on parlait des cartes, j'ai failli te parler de la mort en disant mais tu sais la mort c'est la transformation. Je sais. Et j'ai failli et je me suis tue parce que il y avait plein d'autres choses. Mais on a la mort en ouverture qui est une carte majeure. Donc tu es en train de commencer une nouvelle vie. Et t'as laissé passer. Quand c'est en ouverture la mort, c'est vraiment quand on a laissé ce qui doit disparaître. Pour laisser rentrer ce qui doit rentrer. Moi, c'est la carte de la mort. Je dis toujours ça, mais je veux dire... mais surtout, la carte de la mort, on a un cavalier. On a un mec qui est en mouvement. Mouvement vers quoi? Le deuxième cycle. Il y a 2 cycles dans les cartes majeures. Pour moi. Il y a plein de gens qui... Enfin, pour moi. Ok. Il y a les cartes avant la mort et il y a les cartes après la mort. On rentre dans une partie qui va être passionnante. On va vite, parce qu'après on a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il va vite. Il va pas trop vite comme le cavalier d'épée qui fonce sans réfléchir, qui est un peu l'énergie du bélier. En mode j'ai fait, j'ai tout cassé. Enfin, tu sais, genre, qui est vraiment dans une énergie, genre, j'ai fait et j'ai tout construit. C'est-à-dire, on va vers une construction. Je dis pas que tu n'as rien construit, au contraire, mais on va construire autre chose d'encore un peu plus grand, de plus proche des cartes majeures qui sont après la mort. On y viendra plus tard, mais ce que je veux dire, c'est que on est vraiment en mouvement. On a 2 cavaliers et ensuite on a l'as qui termine la guidance, qui est que vraiment il y a des opportunités qui sont mises sur ton chemin et que tu es en train de les saisir, de t'en saisir. C'est le début, ça c'est la fin, ça c'est le début. Tu as eu le 10 tout à l'heure, genre on a compris que tu étais vraiment en mode la magie intérieure sort, c'est-à-dire que tu manies les éléments, tu es en train de concrétiser un objectif. L'objectif, c'est-à-dire moi ce que j'appelle ton unité à toi qui est appelée à sortir. L'as de bâton, c'est des opportunités en or qui sont mises sur ton chemin, que tu saisis et qui vont fructifier. Les bâtons, c'est les actions, c'est l'élan vital. Donc on est vraiment après la mort, il y a un nouvel élan vital de dingue. Tu es active, mais aussi l'univers te le présente. Et il y a un nouvel élan vital de dingue. Et en plus, moi j'avais envie de rajouter celui-là. Encore lui. Dis ce qu'il est. Le cavalier des coupes. Voilà. Donc on a 3 cavaliers et des opportunités. Le cavalier de coupe, mais c'est ça, c'est celui que tu m'as tiré il y a 2 jours. Ah, c'est incroyable. Mais de toute façon, moi je le connais ce jeu, mais je voudrais juste que tu comprennes que non seulement il y a pas, en plus c'est enregistré, donc vraiment c'est, il y a les 4 cavaliers dans le tarot, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui sont à cheval dans le tarot. Ils sont souvent sur un trône, ils sont souvent à même le sol. Tu parlais de tout à l'heure à même le sol. Tu parlais de quelqu'un qui est trop dans le ciel, quelqu'un qui est trop ancré dans le sol. Là, en fait, et t'aimes pas le chariot, mais là, t'es sur un chariot de ouf. C'est-à-dire que t'es sur un chariot, t'es sur un cheval. C'est-à-dire que tu ne touches pas le sol, mais en même temps, tu ne touches pas le... Enfin, t'es entre deux et t'avances. Enfin, il y a une... Enfin, ça fait qu'un. En fait, je m'exprime pas très bien, mais... Non, mais j'entends ce que tu dis. T'entends? Ouais. Et l'univers est là pour mettre ce dont tu as besoin sur ton chemin. Et c'est des actions que tu poses, que tu prends. Et ça te... C'est un élan qui est émouvant. Oh, mon chat. Qui est hyper émouvant. C'est un super tirage. Ah là là, incroyable. Incroyable. Mais tu vois, c'est... Quand je te dis de mise en conscience, après, là, je sens que je suis très en conscience en ce moment quand même. Donc, c'est bouleversant de le voir en image, en fait. Parce que tu m'as bien vu cette année. Et c'est le moment de ma vie où, effectivement, je renais pour de vrai. Bon. Voilà. Merci, mon petit chat.
Est-ce qu'il y a autre chose, toi, que les cartes te disent ou que tu veux rajouter? On n'est pas pressé de couper. Hein. Tu vois, s'il y a un dernier truc que tu as envie de dire. Ça manque un peu de femmes. Non, je rigole. Non. Je pense que tout est dit, tout est là. Ça manque un peu de femmes. Ouais. Non, mais c'est ma lecture à moi de ce que je vois sur les cartes. C'est 3 hommes sur des chevaux.